quel âge se connaît-on vraiment? À quelle période de son existence est-on véritablement soi-même? Pour évoquer ces interrogations, quoi de mieux que le parcours de François Léotard? Un homme qui a eu plusieurs vies, dont l'une prend sa source du côté d'Ajaccio. Bienvenue dans votre vie, François Léotard. Et oui, on a mis des photos. On va commencer par celle-là, si vous le voulez bien, parce qu'on va retracer votre vie à travers les photos marquantes, justement. Oui. C'est très beau, ça. Moi, je ne savais pas que vous les aviez d'abord aussi bien reprises et autant agrandies, parce que mon grand-père et ma grand-mère, Faustine, le grand-père était pour nous, les garçons, en tout cas, une image extraordinaire parce qu'il n'aimait pas trop, comment dire, la bigoterie un petit peu des vieilles femmes corses. Il trouvait que c'était excessif, que bon, il était très sceptique, il avait le doute comme principe. Et puis les deux enfants, c'est-à-dire ma mère et puis Michel. Et puis tout ça. Mais justement, c'est la famille Tomasi. Oui, vous êtes un descendant, parce que pour vous c'est une évidence, mais nous on l'apprend un petit peu aussi. François, votre grand-père c'est Ange Tomasi. C'est Ange Tomasi. Et là on a Toussaint Tomasi et votre maman toute jeune. Et maman. C'est les deux enfants. Et ma mère était, je l'ai appris petit à petit, mais elle était très belle quand un peu plus tard, à 20, 22 ans. Elle avait servi même pour l'office de tourisme de la Corse. On la voyait dans le métro. Ah oui? Aller en Corse où il y avait des... Votre mère, on en parle un petit peu, même si elle est toute jeune là. Particularité aussi, votre mère, elle va tomber éperdument folle de votre père, à tel point que j'ai lu dans un de vos livres qu'elle était même trop amoureuse de votre père et que ses caresses, elles étaient plus destinées à votre père qu'à ses enfants. C'est sûr. Tous les enfants l'ont senti, ça. Notamment ma dernière sœur, c'est celle qui reste sur les 7, comme nous étions 7. Tous les enfants se sont rendus compte qu'en fait, y compris pendant la guerre, elle allait chez le coiffeur pour attendre l'arrivée du mari. Elle faisait des choses dont elle attendait. Et que c'est ma grande sœur plutôt qui s'occupait de la famille. C'est très curieux. Donc c'est le reproche que lui ont fait mes sœurs, mais c'est pas grave au fond, elle était très amoureuse. et elle fait des enfants pour lui faire plaisir, vous dites d'ailleurs. Oui, je crois que c'est vrai, Je suis allé voir le fichier des anciens officiers français, qui est assez confidentiel, et on n'a pas le droit de le consulter, mais j'ai demandé, bien sûr, quand j'étais au gouvernement, j'ai demandé à le voir pour voir ce qu'avait fait mon père. Il était sur la ligne bleue des Vosges, il était donc pendant la drôle de guerre, et j'ai regardé les observations du colonel sur mon père. Et il disait, oh, va trop souvent voir sa femme, etc. Il demande des permissions pour voir sa femme. Donc ils étaient très amoureux, ça je crois. Mais tenez, on va le voir, votre papa. Venez, il est là. Élégant. Là, c'est la personne très officielle, qui nous impressionnait beaucoup, parce que c'était un homme d'autorité. C'est vraiment un homme qui m'a appris ce que c'était que l'autorité. Quelquefois dur, hein, et j'avais une très grande admiration pour lui, j'ai toujours, pour son intelligence et sa culture. C'était un homme extrêmement cultivé. Amoureux, vos parents, donc ils ont fait des enfants, beaucoup d'enfants. J'avais pas vu tout ça. Voilà, on vous retrouve en famille, là. Ben c'est magnifique. Les trois garçons. Vous êtes au milieu, hein? Oui, juste au milieu. 7. 7. Famille de 7. Famille de 7. De cette famille, d'ailleurs, il ne reste plus que Brigitte. Elle est où, Brigitte, d'ailleurs? Brigitte, elle est là. La toute petite? Oui, la toute petite, à droite. Oui. Vous n'êtes plus que deux à survivre. On n'est plus que tous les deux. D'ailleurs, on s'amuse à se dire lequel va mourir le premier. Ce sera normalement moi. Mais ça nous fait rire, parce que voilà, c'est comme ça. Et Philippe, qui a toujours été très beau. On va avoir l'occasion de revenir sur Philippe. Voilà. Mais cette famille, justement, qui est très unie. Mais vous... François, la famille, c'est pas trop votre truc. Non, même pas du tout d'ailleurs. On va le voir sur cette photo-là, si vous le voulez bien d'ailleurs. Oui, j'ai fait exprès de mettre une photo comme celle-ci. C'est la solitude. J'aimais être seul. Et j'aimais lire seul, j'aimais écrire, j'ai toujours été comme ça. Et jamais à l'intérieur, j'ai vécu à l'intérieur de cet organisme curieux qui s'appelle une famille. Je ne vais pas jusqu'à la phrase de Gide, famille, je vouais, c'est pas ça du tout. C'est simplement le bruit, les conversations quelquefois inutiles qui me poussaient à me réfugier sous les tables. Et quelquefois... À vous réfugier sous les tables, oui, carrément? C'est ce que me disaient mes frères et sœurs, ils me disaient, mais on ne te voit jamais, tu es sous la table, tu joues sous les tables. C'est drôle. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que même à 12 ans,
vous allez fuguer aussi. Oui. Vous fuyez quoi? Peut-être la famille, c'est très étrange. Vous savez ce que disait de Roux, c'est-à-dire longtemps j'ai pris congé. C'est très beau, c'est comme phrase. Et je ne peux pas aller dans un dîner en ville sans partir avant la fin. Encore aujourd'hui. Ah ouais. C'est fou. Je veux dire, j'ai un côté fugueur qui est le fait de s'exiler, de partir, de ne pas rester dans une société X, Y ou Z. C'est très, très étrange et pas très poli en général. Surtout qu'après cette fugue de 12 ans, on va vous retrouver au commissariat avec dans votre sac à dos simplement 3 paires de chaussures. Exactement. Donc vous vouliez vraiment aller loin, hein, Exactement. Tenez, nous on va aller un petit peu moins loin. Ça, on va aller à côté parce que vous en avez parlé justement. Ça, c'est très beau. Vraie importance dans votre vie. Je suis content que vous l'ayez retrouvée parce que cette photo, parce que je l'avais perdue de vue. Et en fait, vous voyez, en plus il y a la cravate de l'un, le vêtement un peu débraillé, débraillé cool. de l'autre. Je ne sais pas dans quoi c'était, une voiture probablement. Je pense que vous êtes à l'arrière d'une voiture, ouais, avec Philippe. Ça. Vous êtes avec Philippe. Et c'est vrai qu'il y avait de l'amour, c'est vrai qu'il y avait de la reconnaissance. Moi, j'admirais son intelligence, comme pour mon père. C'est votre grand frère, Philippe. Ça, c'est Philippe. Ça va être vraiment un guide de vie. Il vous a plus aidé qu'il ne le croit. Absolument, c'est lui qui m'a permis de quitter le monde politique. Parce qu'il me disait tout le temps, tu crois que tu es important, c'est pas vrai, c'est moi qui suis important. Il avait raison. J'ai mis longtemps à comprendre que c'est lui qui avait raison. Eh bien, on va voir pourquoi. Il avait raison, parce que là, vous n'êtes pas encore dans le monde politique. Non. Vous avez encore 17 ans. Vous êtes encore jeune. Eh bien, on va voir ce que ça va donner quand vous allez devenir adulte. Mais c'est pas ici qu'on va le voir. Vous en savez peut-être plus que moi. Allez, vous laissez par là. Allez François, installez-vous. Merci. Donc comme je disais, vous quittez Vincennes, où vous avez grandi. Hein. Et alors, on vous retrouve ici. Alors vous allez m'aider à expliquer cette photo. Alors je ne sais pas si nous sommes en 61 quand vous faites partie du Parti socialiste unifié et que vous êtes contre la guerre d'Algérie, ou je ne sais pas si c'est en 1968. Vous allez me dire. Quoi qu'il en soit, c'est une manifestation et c'est vous là. Hein. Ah oui, je crois qu'il ne peut pas y avoir de doute. Quelle manifestation? J'ai du mal à répondre encore maintenant. Le plus probable, c'est mai 68. Parce qu'effectivement, au début de la crise, j'étais étudiant, j'habitais rue Gay-Lussac, j'avais une chambre de bonne, je me souviens très bien, au 7e étage sans ascenseur. Et je ne vois pas où on est, mais on est peut-être, vous voyez, il y a un métro là-bas, peut-être on est au carrefour de la rue Gay-Lussac et du boulevard Saint-Michel, peut-être, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il vous est arrivé de manifester. Si c'est en mai 68, la photographie qu'on va voir maintenant, c'est ce qui s'est passé avant. Et avant mai 68, il y a eu ça, François. Alors ça, c'est tout à fait clair. J'ai été donc 1964. Moine. Voilà, exactement. 1964. Et celle-là, je ne la connaissais pas d'ailleurs, les nouvelles, j'en connais d'autres, mais bon, venais de prendre l'habit. Vous savez ce que la prise d'habit est une cérémonie très, très, très belle d'ailleurs dans le monde monastique, dans lequel vous changez de nom. Et moi, j'étais devenu frère honorat et en principe, les autres moines ne savent pas quel est votre nom de famille. Pourquoi vous décidez de ne plus parler pendant un an? Qu'est-ce qui vous prend à cet âge-là? Vous n'avez même pas 20 ans? Oui, un peu plus peut-être, oui. Mais pas beaucoup. Oui, oui. Oui, vous avez une vingtaine d'années. À vrai dire, je vais vous raconter les choses à l'envers. C'est-à-dire, quand j'ai quitté, j'ai donc voulu faire mon service militaire. Le père abbé m'a dit, vous allez aller à la gendarmerie, qui était à 10 km de là, avec la bure et tout. Donc je suis allé à la gendarmerie, j'ai dit, voilà, je vais faire mon service. Les gendarmes étaient ahuris, mais j'ai fait mon service. Mais simplement, quand je suis retourné après, quand j'ai retourné à Paris, donc avant d'être incorporé, j'étais pauvre, j'avais rien à moi, j'étais silencieux, etc. Et je tombe dans un monde, les gens avaient des grosses voitures, des femmes à n'en plus finir, de l'argent à n'en plus finir, etc. Ils étaient tristes. Moi, j'avais rien et j'étais content, j'étais heureux. C'est ça le mystère de la vie monastique. Et je me suis dit, au fond, c'est moi qui avais raison. Ça, c'est après. Mais avant cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 61-62, vous êtes contre la guerre en Algérie, vous manifestez. Qu'est-ce qui vous prend d'un coup de sortir de ce tumulte? Qu'est-ce qui vous passe par l'esprit? C'est une très bonne question. Écoutez, j'ai toujours en fait hésité entre la bagarre, le bruit et la fureur, comme disait Faulkner, et en même temps le silence et la solitude. J'ai toujours alterné, allant de l'un vers l'autre. C'est très étrange parce que ma vie après tout ça a été totalement le contraire de ce que je voulais.
être un homme public, un homme reconnu, un homme bruyant, puisqu'il fallait parler tout le temps, un homme questionné, etc. Un homme social. Et ce n'était pas du tout mon vœu au départ. Donc, je pense d'abord que chaque être humain est un tissu de contradiction. Je suis sans doute un tissu de contradiction. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui ne soient pas dans ce cas de figure. Donc, j'ai vécu ma vie comme une série de contradictions. C'est comme ça. J'assume tout cela. Après tout, on a le droit d'avoir plusieurs vies. C'était mon cas. Mais j'ai aimé celle-là. Eh bien, justement, de là, on va passer à là, François. Alors, c'est une autre... 1977, juste pour recontextualiser, en 74, vous votez Mitterrand quand même au présidentiel, oui. Et en 77, on vous retrouve à côté du président de la République, maire de Fréjus. Alors, c'est très étrange aussi, cette histoire, parce que quand mon père est mort, il avait été très, très salement diffamé. À l'enterrement, je suis avec ma mère et qui me dit en langue corse, il faut que tu le venges. J'ai très bien compris et je dis oui maman, je le ferai. C'est parce que votre mère vous dit ça, vous vous dites ben moi il faut que j'y aille. Parce que ma mère me dit ça, oui. Ma mère me dit ça et elle me dit ton père a été sali et je partageais ce jugement. Mais je ne comprends pas en quoi vous vengez l'honneur de votre père en étant élu. Parce que j'ai battu celui qui l'a battu. Parce que ma mère avait des réflexes très corses et elle haïssait l'ancien maire qui l'avait battu de façon dégueulasse. Et j'adhérais à cette thèse. J'ai dit, celui-là, je l'aurais. Et bon, c'était très vulgaire, mais c'était un réflexe qui venait de la Corse. Et je ne laisserai jamais faire qu'on insulte mon père. Et je vais battre celui qui l'a insulté. Non, c'est totalement dans l'esprit corse. C'est très bien, moi je trouve ça très bien. La vengeance. Oui. La vengeance. J'aime la vengeance. Et pourquoi Giscard? Parce que j'ai été séduit par Giscard, moi je ne le cache pas. Donc fasciné par l'intelligence de Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Et vous l'avez évoqué, eh bien, il y a cette photo. Vous êtes parti dans la machine électorale désormais. Vous allez affronter 15 scrutins électoraux, vous allez pratiquement tous les gagner. Et ça, François, et là je pense que ça mérite quelques explications. À la tribune, qu'est-ce qui se passe quand vous vous retrouvez à la tribune, François? J'aimais ça. Franchement, il ne faut pas raconter d'histoire. Je crois que la parole a un poids, elle veut dire quelque chose. Et j'essayais de dire quelque chose. Je ne sais pas si j'ai réussi. Mais la question de l'éloquence, elle était réelle. Alors, on me l'avait dit. Je ne suis pas du tout vaniteux, mais on m'avait dit tu as une forme d'éloquence qui touche les gens. Et sur l'émotion, d'ailleurs, sur la notion d'émotion. Je terminais toujours en disant il faut aimer la France, enfin, des choses comme ça. Et j'ai vu des gens pleurer, c'est très étrange. Et c'est quand j'ai senti que ce pouvoir était dangereux que je me suis dit fais attention, parce que tu peux les emmener vers des endroits où il ne faut pas aller. Vous découvrez ce talent, ce pouvoir, et en étant élu, vous découvrez un autre pouvoir aussi, François. Les femmes. À l'époque, vous sortez presque du couvent. Il y a 10 ans avant, vous étiez au couvent, dans un vœu de silence et de chasteté. Vous vous retrouvez là, ça doit être... Parce que là, pour le coup, on attire les femmes quand on est au pouvoir. François, comment vous le vivez, ça, à l'époque? C'est vrai que beaucoup de femmes étaient séduites par le monde politique, c'est-à-dire par le pouvoir. Ça, c'est vrai, peut-être plus, si ce n'est pas, autant si ce n'est plus que les hommes. Elles considéraient le pouvoir comme étant une espèce de Graal auquel il fallait accéder par toute une série d'épreuves. Et quand je finissais une intervention avec beaucoup de monde, il y en avait qui s'accrochaient à moi, c'est très étrange. Hommes aussi, quelquefois, mais surtout des femmes. Alors, c'est pas aucune vanité là-dessus. Mais c'est ça qui est impressionnant, François, c'est qu'on vous suit là depuis le début, vous êtes quelqu'un qui est un petit peu timide, effacé, et du jour au lendemain, vous découvrez quand même des pouvoirs que vous ne vous soupçonniez pas, le pouvoir de l'éloquence, le pouvoir sur les femmes, vous découvrez quand même en étant dans la politique. C'est exact. C'est exact, mais je crois qu'il y a cette haute révélation de soi-même, le gnotis éoton des Grecs, connais-toi toi-même, qui accompagne toute une vie politique, c'est-à-dire une vie sociale, une vie de rencontre, une vie de dialogue, une vie d'insultes quelquefois, une vie de difficultés. Et je pense que des gens que j'ai connus, comme Chirac, comme à tous les sens du terme, comme Mitterrand, comme Sarkozy, etc., ces gens-là se sont découverts au fond, à travers la politique, découverts eux-mêmes. Et donc, c'est très dur. Et la solitude et la foule
ce passage de l'un à l'autre est toujours extrêmement intéressant et enrichissant, parce que dans les deux cas, vous êtes seul. Vous n'avez pas fini de vous découvrir, justement. On va regarder la diapositive suivante. Vous fascinez tout le monde à l'époque, hein. On est à la fin des années 80. Oui, Vous êtes le deuxième derrière Chirac. 52% d'opinion favorable, 59% Chirac. Pour l'élection présidentielle de 88, vous pouvez y aller. Oui. Vous pouvez affronter Chirac et vous pouvez le battre. Et là, on en revient à la question, est-ce que vous connaissez? Parce que finalement, vous n'allez pas au bout de la lutte. D'abord, Chirac est un tueur, hein, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il vous dit « je t'aime, tu es un garçon formidable » et le lendemain, il vous assassine. En même temps, à ce moment-là, il y avait Mitterrand qui était au pouvoir. Il fallait réussir pour la droite et tout le monde nous disait « faites l'union ». Et donc, je me souviens d'une crise que j'ai eue avec Chirac à ce moment-là, dans laquelle il me disait « il faut que tu te taises, dans ce cas-là, tu restes au gouvernement, et si tu parles, eh ben, tu quittes le gouvernement ». Je fais un meeting à Fréjus et je dis non seulement je continuerai à parler, mais en même temps, je reste au gouvernement. Télégramme de Jacques Chirac, un quart d'heure plus tard, tu as raison. C'est-à-dire le contraire de ce qu'il m'avait dit, de ce qu'il m'avait prescrit. Mais ça, c'est mon Chirac, avec cette capacité à épouser les crises, les difficultés, et à les traverser. Et alors, on va aller à cette photo-là, justement, avec Chirac en train de sourire. Est-ce que c'est là, pas... il s'excuse, là. Il est en train de s'excuser parce qu'il était en retard. Est-ce qu'il ne s'excuse pas parce que finalement, il vous a, comment dire, tué, entre guillemets, politiquement, Chirac? Il a fini par avoir votre peau quand même. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Hein? Bien sûr. Il vaut mieux rire de ça. Mais bien sûr, encore une fois, c'est un garçon très, très, très curieux, très attachant au fond, dans sa complexité. D'abord, si on mesure la complexité d'un être humain, on a déjà gagné beaucoup. La mienne, mais surtout la sienne, celle d'autres. Et c'est un conquérant. Il aurait été un excellent officier de cavalerie dans l'armée française. Sans pitié, sans pitié. Ah oui, mais là, j'étais ministre de la Défense. J'ai éprouvé un très grand plaisir. On va y arriver sur le ministère de la Défense. À discuter avec les soldats. Mais c'est un soldat, Chirac. Et là, il s'excuse parce qu'il est arrivé en retard et que Balladur était déjà rentré dans la salle. C'est extraordinaire. Eh bien, vous l'avez dit, justement. Ministre de la Défense. Oui. Et alors, je crois qu'il y a des bonheurs en politique, c'est l'élection, mais pas que, avec vous. Dites-moi si je me trompe. Ça, pour vous, ça a été des moments de bonheur quand vous avez été ministre de la Défense. C'est exact. J'ai aimé d'abord les épreuves que subissaient les militaires, la capacité qu'avait l'armée française à intervenir dans des crises. Ce sont des gens formidables. Est-ce que ce n'était pas aussi un petit peu un rêve de jeunesse? Parce que oui. En 54, quand il y a Dien Bien Phu qui tombe avec vos frères, vous êtes autour, vous pleurez. Vous avez l'impression un petit peu de retrouver un petit peu vos rêves d'enfance, peut-être en vous retrouvant là. C'est très étrange parce c'est une de vos consoeurs, récemment me disait au fond, quand je regarde votre parcours, vous aimez la guerre. Je dis c'est pas vrai. Et elle me dit mais vous parlez que de ça. L'héroïsme, c'est quelque chose qui me fascine. Ouais. Quand Péguy est mort avec une balle dans la tête en criant tirez, tirez, nom de Dieu. En 14. En 14. Mon père nous amenait à Roissy, au-dessus de Roissy, et on allait se recueillir sur la tombe de Charles Péguy. Et mon père nous disait, tu vois, il est mort en criant « Tirez, tirez, nom de Dieu ». Et mon père, qui aimait beaucoup aussi les conflits, la guerre, etc., c'est pas bien, mais aimait le courage. Oui, on n'en sort pas complètement indemne de cette éducation. Bien sûr, bien sûr. En 2001, vous arrêtez tout ça, justement. Hein? En 2001, il y a votre frère Philippe qui meurt. Ça vous fout un coup, comme qui dirait. Vous avez aussi un problème de triple pontage coronarien et vous décidez de stopper la vie politique. Et on va voir ce qui se passe après la politique. Il y a une autre vie. Et on va voir, c'est dans une autre pièce. Hein? Allez, venez avec moi. Merci. François, dernière pièce. Derrière chacun de ces écrans, il y a des photos, surprises ou pas, vous allez me dire. Et on va commencer par celui-ci, si vous le voulez bien. Voilà, je suis reparti un petit peu aux origines, en Corse. Ça, c'est une photo que m'a donnée. C'est-à-dire que pour moi, la Corse était synonyme de vacances. Oui. Parce que ce n'était pas dans l'année, c'était vraiment à une période précise et à chaque période de vacances scolaires. Donc, c'était ces images-là, c'est vrai. Vous reveniez tous les ans, systématiquement? Ah oui, pratiquement, oui. 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 Quelquefois, plusieurs fois. C'est des bons souvenirs, la Corse? Ah, il n'y a que des bons souvenirs. Ah Je oui. n'ai que des bons souvenirs.
Alors ça, c'était une période très difficile. J'étais... Ah oui, Parce que, exactement, à qui dort, mais une pile à pêche. Et c'est Même vrai. quand vous faisiez... Vous êtes un marathonien hors pair, vous étiez un marathonien hors Ouais. pair. Et là, j'imagine que vous étiez ministre, parce qu'on voit des gardes du corps. Ça, c'est des gardes du corps, et c'était... ça devait être à Skopje, ou à Sarajevo. Mais je pense que c'est Skopje, ça. Vous les affichez toujours, vos origines corses. Ah Vous oui, en- je suis très fier. Ah oui, je ne cache pas mon plaisir de dire que ma famille est d'origine corse. Au contraire, je suis très fier. Et vous savez, ma mère, elle nous disait toujours une très belle phrase. In bocca chiusa e un contramosche. Dans une bouche fermée n'entre pas une mouche. Et ça, comme leçon politique, c'est formidable. Et cette photo, je me suis permis de mettre cette photo, c'est le village de Morozal, C'est Morozal. parce que j'ai cru entendre Ouais. dire que il y a peut-être quelque chose qui vous attire vers ce village. Alors Dites-moi. c'est très étrange parce qu'il y a bien sûr l'image énorme de Pascal, Paul, mais il y a surtout une maison quelque part derrière là, dont les voisins disent c'est la maison Thomaz. Et comme je suis épuisé à l'avance par l'idée de succession en Corse, j'ai jamais cherché à percer ce mystère. Elle est belle, hein, la maison en grosse pierre, etc. Donc tout à fait avant ma mort, j'essaierai d'aller voir ce qu'il en est. Exactement. Elle est derrière là. Quand vous venez aujourd'hui en Corse, vous louez, donc vous n'avez pas de maison Non, familiale. non, j'ai pas Il n'y a plus de maison non, familiale. non. On va passer à cet écran. Mettez-vous plutôt de ce côté. Et depuis 2001, vous écrivez, François. Oui, Vous c'est écrivez beaucoup. C'est vrai. Alors j'ai pris quelques-uns des ouvrages. Celui-ci, ce n'est pas autobiographique, c'est un roman. Oui. Il y a quand même toujours un petit peu d'autobiographie dans chaque roman. François Léotard, à mon frère qui n'est pas mort. C'est le livre que j'ai préféré. Moi aussi. Que j'ai préféré Moi aussi. écrire. Et c'est d'ailleurs celui qui a le plus de succès grâce à lui. Et c'est une victoire posthume. C'est celui-ci qui me fait rire, moi. Parce que celui-ci, je l'ai dévoré aussi, ça va mal finir. Alors lui, c'est pas une déclaration d'amour, c'est une déclaration presque de haine. Dites-moi si je me trompe, à l'adresse de Sarkozy, alors qu'il vient d'être élu et que vous avez voté pour lui, et vous vous dites, mais Oui. qu'est-ce qui m'a pris de voter pour lui? C'est un pamphlet. Et les pamphlets, c'est toujours méchant. Il faut le regretter un petit peu, ce livre. Un peu, et oui. puis surtout qu'aujourd'hui, Sarkozy, Ah non, finalement... il a totalement changé. Oui. Alors je peux vous dire, c'est un autre homme. Totalement. Donc moi, c'est à sa gloire, hein, d'ailleurs. Il a changé comme beaucoup d'hommes politiques. Il ment d'ailleurs. pas quand il dit j'ai changé, alors Non, finalement, Sarkozy. non, au contraire. C'est devenu même un homme de culture, je crois. Ah non, mais formidable. Qui a rattrapé... Il avait lu tout mon livre, celui d'aujourd'hui. Il avait lu tout, il m'a cité des passages, il m'a dit cette phrase extraordinaire. Il m'a dit, au fond, ton problème, c'est Dieu. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il a fait dire qu'il avait lu, vraiment. Et c'est vrai que votre problème, il est un petit peu avec Dieu. Et puis il y a celui-ci, le dernier, qui marche. Alors, Qui vient de sortir. Alors, pour le coup, vous êtes invité partout, vous en parlez beaucoup. Et puis alors, parmi les petits éloges, il y en a un qui est savoureux, enfin il y en a beaucoup qui sont savoureux, hein, c'est des petites pages, c'est celui sur être un con. C'est l'éloge du vieux con. L'éloge du vieux con poursuivi en temps de brouillard et... Absolument. Non, mais on est tous, à un moment donné, un vieux con. En tout cas, il faut accepter quelquefois sa propre bêtise. Et je trouve que le vieux con, c'est un personnage très français. C'est-à-dire qui a son avis sur tout, qui est péremptoire, qui tient comme ça au milieu des carrefours, enfin, je veux dire, des choses bêtes. Et ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous, j'en sais rien. Plus mais souvent- je plus ne crois pas souvent qu'on que soit tous exempts. On va finir avec une photo comme ça, parce que vous écrivez et vous sillonnez aussi le monde pour faire des conférences, pour donner des conférences. Le mot, toujours, parler, éduquer. Et j'ai choisi cette photo parce que, pour le coup, elle est d'actualité. Oui. Première rencontre mondiale du judaïsme francophone. Je suis scandalisé par l'antisémitisme, scandalisé. On ne peut pas rester indifférent. Donc je fais beaucoup de villes où je rencontre les communautés locales parce que je voudrais les réconforter. Ce sont mes frères. C'est Daniel Simoni qui dit ça. L'origine de la haine, c'est la haine de l'origine. C'est très intéressant quand on réfléchit. C'est-à-dire pourquoi on en veut aux Juifs? Parce qu'ils étaient avant nous. C'est très intéressant. Avant nous, les chrétiens, et avant nous, l'Église catholique sainte et romaine. Dernier écran, si vous le voulez bien. Pourquoi je mets cette photo, François? J'ai le souvenir, moi, peut-être que je me trompe, mais d'un homme politique assez cassant, pas toujours sympa. Ça, c'est vrai. Là, je devais être en colère, hein. Mais... Souvent en colère. Oui, c'est vrai. Et là, l'homme qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est un homme apaisé, gentil, profondément gentil. Pendant cette période de la politique, c'était vous, c'était pas vous? Ah non, c'était moi aussi. Bien sûr que c'était moi aussi. Je crois que la vie politique, c'est un combat, comme la vie elle-même d'ailleurs. Et c'est un combat qu'il faut mener tant qu'on est vivant.
C'est le struggle for life. Voilà, si vous ne vous battez pas, vous êtes mort. Et donc voilà, ça ne m'a pas gêné de me battre. J'étais extrêmement anticommuniste, par exemple. Je le reconnais, je signe. Je suis allé à Moscou pour aider des dissidents. Plusieurs fois, j'ai été expulsé de l'Union soviétique. Malu militari. Donc, je veux dire, j'aime ça. Je suis allé au Cambodge, je suis allé partout, en Israël 20 fois, à chaque fois qu'il y avait une guerre. Donc, pour des raisons diverses, à chaque fois, j'ai tenu à être présent. Parce que la vie, c'est un combat. Et la vie politique, encore plus un combat. Voilà. Et puis la vie, c'est plusieurs vies surtout. Oui. Vous en êtes la preuve vivante. On finit toujours cette émission avec un selfie. Pour immortaliser cette vie-là, actuelle, aujourd'hui, vous avez 75 ans, c'est ça, François? Attendez, il faudrait que je réfléchisse. Non, plus, 76. 76. Pour l'instant, je vais vers 77. Hein. Ah bon. Oui, non, c'est très vieux, ça. C'est très, très vieux. Allez, un petit sourire, vous qui adorez l'informatique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de vous être votre confié aussi. intégrité intellectuelle. Oh, c'est gentil ça. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt, François, du côté de Mont-Rosagne, peut-être. Oui, peut-être, peut-être. Au revoir.